Alors bonjour à tous, bonjour Edwige, bonjour Pascal, et Pascal a amené 2 invités. Merci de nous donner l'antenne. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. C'est une émission de jardinage. Là, j'ai à côté de moi, sur ma gauche, j'ai Pascal Antini que tout le monde connaît. Bien sûr, l'association Cultive ta rue. Bonjour Pascal. Bonjour Edwige, bonjour mesdames et messieurs les auditeurs. Oui, donc aujourd'hui on va faire une émission qui manque pas de piquant. Oui, c'est vrai. Enfin, un jeu de mots. Donc, nous avons invité des passionnés, des grands connaisseurs de nos amis les abeilles. À ma gauche, Christian. Et plus loin, nous avons Gérard. Alors bonjour à tous également. Nous allons présenter notre association en même temps que plus ou moins nos personnes respectives. Avant tout, nous sommes apiculteurs passionnés, tellement passionnés que nous avons eu l'idée de partager cette passion avec un maximum de gens afin de promouvoir l'apiculture et la préservation de nos abeilles. Donc pour ce faire, nous avons créé une association afin de pouvoir animer un rucher-école. Ce rucher-école se situe à Coucy-la-Ville, au lycée d'Aumont. Et donc, nous transmettons notre savoir gracieusement, bénévolement, à qui veut bien vouloir apprendre l'apiculture. Vous faites partie de l'association Rucher-École que vous avez créée il y a combien de temps ? Nous avons attaqué cette année la cinquième saison. 5e saison, nous sommes partis de presque rien avec du matériel de nous-mêmes que nous avons amené pour faire démarrer l'association. Et puis tout doucement, nous avons progressé et nous tournons environ 60-70 adhérents chaque année. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il faut arriver à gérer les élèves autour des ruches. Alors, pourquoi vous dites c'est pas toujours simple ? Parce que la surface d'une ruche, c'est pas grand. Et quand vous avez 25 élèves autour d'une ruche, ça fait beaucoup. Donc, vous avez les timides qui se mettent derrière. Vous avez les trop entreprenants qui veulent pousser tout le monde. Oui. Et donc, il faut arriver à gérer un petit peu. On fait un peu de pédagogie. Donc, maintenant, on arrive quand même à se faire aider par les plus anciens qui ont un peu plus d'assurance et qui mettent la main dans le miel aussi. Apiculteur, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Je pense que vous avez ouvert votre association, c'est parce que déjà, il y a longtemps que vous êtes dans l'apiculture, vous avez peut-être une ruche chez vous, ça a commencé comme ça. Alors, moi, personnellement, je vais parler de mon cas, après je passerai la parole à mon ami Gérard. J'ai commencé l'apiculture par hasard. J'ai été aidé à un papiculteur qui avait des problèmes de santé, puis qui m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main à faire sa récolte de miel. Et quand je suis sorti de chez lui, je me suis dit, il me faut des ruches. Je suis parti au départ avec 3 ruches, et puis au jour d'aujourd'hui, j'en suis à une 40aine. Ça représente quand même un certain travail, mais bon, je ne sais pas m'arrêter aussi. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais jusqu'au bout. Ensuite, la chose qu'il faut bien préciser, c'est que mon maître est à côté de moi, c'est Gérard, puisque je suis arrivé au rucher-école en ayant vu une petite annonce dans une revue spécialisée, comme quoi il y avait un rucher-école qui existait à Coucy-la-Ville. Et donc j'ai été mettre le doigt dedans, et puis je me suis fait piquer au jeu. 2 ans après, j'étais passé de l'autre côté de la barrière pour transmettre ce qu'on m'avait donné. Donc, moi, mon expérience est d'une 15aine d'années. Donc, je laisse la parole un peu à Gérard, sinon c'est moi qui vais parler tout le temps. Allez, Gérard. Moi, j'ai commencé dans les années 90, tout début des années 90, dans une réunion à Lens, à la cantine. Un collègue me parlait d'agriculture. J'ai parlé des difficultés que j'avais à avoir des prunes et des cerises tous les ans. En fait, il m'a expliqué, le collègue, que c'est parce qu'il n'y avait pas d'apiculteur à côté de chez moi. Le premier rucher était à plus d'1 kilomètre. Donc, chez nous, au mois de mars-avril, quand il pleut, les abeilles n'ont pas envie trop de sortir. Que faire ? Le collègue m'a dit, tu vas devenir apiculteur. Donc, je suis allé chez lui un samedi. Il m'a expliqué, il a vu que ça ne m'effrayait pas. J'ai vu que c'était pas trop compliqué. Il m'a dit, tu reviens samedi prochain, tu partiras avec un essaim. Le samedi suivant, je suis parti, je suis allé chez lui, j'ai passé l'après-midi et je suis revenu avec ma ruche. Ça, c'était, on va dire, au début mai. Et au mois de juillet, je récoltais 7 kilos de miel. Alors, vous pensez que tous ceux qui sont passés par là sont très fiers d'avoir leur première récolte. Ah oui. Et après, il m'a dit aussi surtout, tu n'écoutes pas les vieux. J'en fais partie maintenant, alors j'ai un peu honte. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est tu n'écoutes pas ceux qui n'ont pas suivi de formation. Ceux qui ne se sont jamais informés dans les journaux, qui n'ont jamais rien appris de plus et qui font tout mécaniquement sans comprendre.
Donc il m'a dit, moi je t'explique, tu sauras faire tout ce que je t'explique, à partir de là tu pourras aussi le répéter, c'est ce qu'on essaie de le faire pour tout le monde. Et puis ça marche comme ça depuis 25-6 ans maintenant. 26 ans? Oui, bah oui. Ah oui, en effet. C'est pas d'aujourd'hui, là, comme vous dites, vous êtes quand même une personne avec de l'expérience. Et surtout, l'expérience vient en travaillant sur les ruches, mais aussi en lisant toutes les revues apicoles. J'ai participé à Apimondia, donc un forum mondial à Montpellier en 2009. Et là, on voit des pointures en matière d'apiculture, on apprend beaucoup de choses. Je recommande à tous les apiculteurs qui veulent débuter d'avoir au moins une revue apicole, voire deux. Une technique et une plutôt scientifique, et puis de se tenir au courant et de participer dans un rucher. C'est ce que j'allais dire, la première chose quand même, il faut être passionné, il faut aimer les abeilles, il faut être passionné, il faut quand même bien s'en occuper. Elles ont besoin d'amour. D'amour, oui, bien sûr, c'est un petit peu ça. Tout à fait, mais en fait la passion vient, on se pique au jeu, c'est le cas de le dire, et quand on met le nez dans une ruche, quand on devient apiculteur, on ne voit pas la nature comme on le voyait avant. On voit des fleurs différentes, des arbres différents en fonction de l'apiculture. On vit une autre vie de façon tout à fait différente parce qu'on est plus au contact de la nature, encore plus si on ne l'était pas avant. Et par contre, c'est sur plusieurs années. Donc d'où l'intérêt de participer aux formations au rucher et de continuer. Nous, on aime bien les redoublants. Oui. Parce qu'on n'est pas apiculteur en une seule année. Oui. En théorie, si, mais en réalité, ça se fait sur plusieurs années. Et nous, on aime bien les gens qui reviennent. Et Christian disait tout à l'heure, on aime bien aussi quand il y a des gens qui disent, bah tiens, allez, moi, je vais aussi expliquer aux jeunes autour d'un rucher. Ça nous fait plaisir de voir que des gens se passionnent. Votre association, expliquez-nous un petit peu comment que ça se passe. Alors, ça se passe très simplement. Oui. Il y a un calendrier. Les premières formations se font en hiver, mais comme il fait froid, on fait ça dans une salle du lycée agricole. On est au chaud. Les premières séances, c'est la séance de la théorie, la législation, ce qu'on peut se faire quand il fait froid en janvier-février. Oui. Et ensuite, on commence à attaquer le travail pratique sur les ruches. Il faut préparer les ruches pour pouvoir qu'elles soient opérationnelles maintenant, quoi. Alors ça, vous le faites où, à l'extérieur? Alors on le fait dans une maison qui nous est attribuée, qui appartient au lycée. D'accord. La maison des abeilles. Bien. On y fait en général tout ce qui est préparation, comme il disait Gérard, vers le mois de février, tout ce qui est préparation pratique, construire des cadres, préparer sa ruche. Si l'élève achète une ruche neuve, comment la préparer? Les conseils en matière d'achat, parce que bien souvent, l'élève, s'il est pris d'un coup de cœur, moi cette année je veux une ruche, il va dans le premier magasin qu'il voit spécialisé en apiculture, et il achète un petit peu du n'importe quoi, des outils qui ne seront pas forcément utiles. Hein. Donc nous, on donne beaucoup de conseils dans cette matière-là, de par notre expérience bien sûr. Hein, nous savons ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Ensuite, il y a les séances de préparation des cadres, filage, cirage des cadres. C'est des termes un peu techniques, les auditeurs ne pourront peut-être pas comprendre. Il faut être un petit peu dans la partie pour comprendre ces choses-là. Mais à l'état naturel, l'abeille construit ses rayons elle-même. Mais l'apiculteur, lui, il prépare, pour des points de vue pratiques, surtout pour l'extraction du miel, il prépare les rayons destinés aux abeilles. Qu'est-ce que vous appelez les rayons? Alors les rayons, ce sont des cadres que l'on va filer, des cadres comme un cadre d'un portrait. D'accord. Et donc on va mettre des fils à travers, des fils d'inox, et puis sur ces fils-là, on va lui introduire une feuille de cire gaufrée. Donc c'est de la cire d'abeille qu'on achète chez le revendeur spécialisé, qui a déjà les empreintes des alvéoles des abeilles. Et on soude cette cire-là sur ce cadre-là, sur les fils. Et ensuite, les abeilles, elles, lorsqu'elles seront en contact avec cette cire-là, vont construire leurs alvéoles par rapport aux empreintes existantes. Donc, si vous voulez, on leur mâche un petit peu le travail du départ. Elles n'ont pas besoin de nous pour le faire, mais s'il est déjà fait, le boulot, elles vont un peu plus vite. Ah d'accord. Donc ça, c'est les élèves qui le font. Vous apprenez aux élèves à le faire. Et sinon, ça s'achète tout fait. Ça peut s'acheter tout fait, mais c'est moins agréable. Mais d'accord. C'est mieux, comme vous dites, c'est mieux de le faire soi-même. Voilà, parce que après, faut pas se leurrer, l'apiculture a un coût. Oui. Si on démarre de zéro, si vous achetez tout, à moins d'avoir gagné au loto ou avoir fait un bel héritage, vous allez y laisser une paire de fins de mois quand même. Là aussi, le rôle de notre association, c'est d'aider les apiculteurs à démarrer,
puisque nous mettons à disposition de nos élèves du matériel que le rucher école a acquis au fil des années. On leur prête du matériel pour pouvoir démarrer, parce que bien souvent des élèves novices comme ça se demandent s'ils vont durer, si ça va pas durer, ils veulent tenter l'expérience. C'est quand même malheureux qu'ils achètent du matériel qui coûte une fortune et puis que 2 ans après ils abandonnent. Donc ça leur permet aussi, puis après il en faut pour tous les budgets, il y a des petits budgets, donc ça leur permet de démarrer cette activité-là, cette passion, puisque c'est une curiosité aussi, à moindre frais, quoi. L'élève vient dans votre association à l'école. C'est tous les semaines, tous les jours, il y a des horaires. En moyenne, c'est un samedi sur 2, mais sauf pendant les vacances scolaires, puisque bien souvent, il y a des parents qui ont des enfants, donc on avait remarqué que pendant les périodes de vacances scolaires, on avait moins d'assiduité. Donc, c'est un samedi sur 2, de 14h à environ 17h, parce que bien souvent ça déborde de questions et on est obligé de chasser les élèves dehors parce que ça dure trop longtemps et il y a trop de questions. Ils sont tellement passionnés aussi. Et puis ça commence du mois de janvier jusqu'au mois de juin, début juin inclus. Ça c'est la pleine période, la pleine saison d'apiculture, où il y a beaucoup d'interventions au rucher. Ensuite, on va espacer nos séances une fois par mois, avec un thème différent. Et en fin de saison, lorsque les abeilles ont moins besoin de nous faisons des séances plus ludiques. Par exemple, la confection de bougies, l'hydromel, les bonbons au miel, etc. C'est ce que vous apprenez à l'élève, ce que l'on peut faire avec le miel. Voilà, avec tous les produits de la ruche. Il faut savoir que la ruche, c'est un peu comme la chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord. C'est tous les 15 jours. Est-ce que c'est suffisant pour l'élève ? Alors, comme disait Gérard tout à l'heure, on conseille le redoublement, voire le triplement. Et d'ailleurs, on en a qui nous aiment tellement que ça fait plusieurs années, depuis 5 ans, notamment une personne qui est devenue un petit peu la secrétaire dans notre association il y a un moment, qui s'est tellement prise au jeu aussi qu'elle est rentrée dans le bureau et puis voilà. Donc, est-ce que l'on peut prendre des cours en cours de route ? Oui, une originalité de notre association, c'est qu'on peut y rentrer n'importe quand. En fin de compte, puisque, comme je vous l'ai dit, on aime bien les redoublants. Donc celui qui va commencer au mois de mai parce que d'un seul coup il s'est aperçu que ça pouvait l'intéresser, tout simplement parce qu'il y a un essaim qui est tombé dans son jardin pour une raison ou pour une autre, eh bien on l'accepte aussi. À charge pour lui de continuer. Il saura pas tout la première année, il verra pas tout, mais tant pis. Il y en a même qui s'inscrivent, comme on participe souvent au festival des Verts solidaires à Saint-Gobain, au 15 août, il y a des gens qui s'inscrivent à ce moment-là. On prend les inscriptions tout simplement. Alors, je pense que c'est un coût, c'est une cotisation, c'est quelque chose à payer, l'élève ? Oui, la cotisation est très modique parce que c'est 25 €. Et pour 25 €, on économise des fois des achats... On a eu dernièrement un collègue qui a fait des achats inconsidérés parce qu'il s'est trompé. Il serait venu avant, il aurait évité beaucoup plus que 25 €. D'accord. Une fois que l'élève a fait tout ce que vous leur avez appris à l'école, on arrive au mois de juin, qu'est-ce qui se passe ? Alors, normalement, en arrivant au mois de juin, il a déjà compris qu'il fallait qu'il attrape des essaims, c'est-à-dire la moitié de la ruche qui est partie. Oui. Et qui est tombé dans le jardin de quelqu'un que la mairie nous a appelé, les pompiers nous ont appelé, parce que c'est le système de multiplication des abeilles. Les abeilles se multiplient en se divisant, les ruches se multiplient en se divisant. Oui. Et donc, nous, on essaie de mettre le pied à l'étrier aux jeunes élèves en leur fournissant un essaim. Soit ils viennent l'attraper avec nous, soit nous, on l'attrape et ensuite on leur revend, ou alors on divise les ruches. Enfin, de toute façon, on essaie de satisfaire tout le monde. Mais c'est la meilleure solution pour un élève de débuter. Alors ça va peut-être se faire plus lentement que s'il achète 5 ruches d'un coup, bien sûr, mais c'est plus sûr. Et on a beaucoup d'élèves qui viennent et ils veulent commencer par une ruche, et nous on leur explique que non, il vaut mieux 2, 3 ruches, envisager d'avoir 2 ou 3 ruches, parce que comme on en perd tous les ans, il vaut quand même mieux assurer en ayant 2, 3 ruches en permanence. Ah d'accord, c'est la question que j'allais vous poser justement. Vous conseillez pas une seule ruche, 2 ou 3 ruches, vous ? Tout à fait, oui, parce que en situation normale, autrefois on perdait 5-10% du cheptel. Moi j'ai même pas connu ça, moi j'ai commencé en 90, c'était déjà 20%.
Maintenant, on peut aller jusqu'à 50%. Donc, si vous avez une ruche que vous en perdez 50%, vous voyez bien qu'il ne vous reste rien. Si vous en avez 3, vous avez des chances qu'il vous en reste et qu'au moins vous serez moins déçus. Il faut penser que si on a acheté du matériel avant pour quelques milliers d'euros, c'est quand même assez décevant de plus avoir... Comme vous dites, une ruche, ça coûte quand même, c'est cher. Une ruche, alors 2, 3 ruches. Vous pouvez nous dire le prix d'une ruche ? Donc oui, là je vais un petit peu reprendre par rapport à Gérard. Ce que nous préconisons à nos élèves, c'est que déjà l'apiculteur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a différents budgets, et c'est que l'apiculteur novice soit bricoleur. C'est un avantage d'être bricoleur, c'est-à-dire que au début, vous pouvez commencer par récupérer du vieux matériel, bricoler du matériel, fabriquer si vous êtes bien outillé, fabriquer, tout ça. On donne beaucoup de conseils par rapport à tout ça. Si vous achetez, au bas mot, si vous achetez une ruche tout équipée chez le fournisseur, c'est minimum 250 €. Oui. Vous imaginez, comme vous dites, on démarre avec 3 colonies, ça commence à faire cher. Donc l'idéal, c'est quand même de démarrer avec les apiculteurs anciens qui vont vous conseiller comment récupérer une colonie d'abeilles, comment récupérer un essaim. Les essaims de printemps sont les plus faciles. Après, il y a énormément de cas de figure, donc qui demandent aussi une notion de bricolage, d'observation. Nous, c'est ce qu'on dit toujours à nos élèves, observez vos abeilles. Les abeilles, ça demande du temps à regarder. Une colonie d'abeilles, c'est un petit peu comme un animal domestique, par exemple, qu'on doit s'occuper. Si vous attachez votre chien au fond du jardin, vous ne lui donnez pas de nourriture ni de boisson, il va pas en avoir pour longtemps à rester en vie. Une colonie d'abeilles, au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ça demande de l'attention et surtout beaucoup d'observation, des soins. Si vous voulez pérenniser vos colonies, déjà à l'état naturel, ou avec le contexte qui se passe dans l'environnement, c'est difficile de garder une colonie. Alors si vous faites la Jeanne d'Arc et puis vous dites je vais mettre une ruche au fond du jardin pour polliniser les arbres et puis sauver les abeilles, vous avez tout faux. Là, je pense que Gérard pourra amener quelques éléments à ce sujet. Oui, on rencontre beaucoup actuellement dans les jeunes qui viennent, qui arrivent, je veux une ruche pour polliniser ou pour sauver les abeilles. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On va à l'échec si on fait comme ça. Donc, on explique justement que une colonie est infestée par le varroa. Ça fait 30 ou 40 ans que ça existe. Si on ne fait rien, la durée de survie, c'est maximum 2 ans et demi, 3 ans. Donc après, si on n'en a qu'une et puis que dans 3 ans elle va mourir, on va être très déçu. Sauf que nous, notre rôle justement, c'est d'apprendre comment on fait pour permettre la survie de cette colonie, éventuellement la multiplication, ce qu'on peut faire aussi. Et donc on évite les échecs des débutants. Je présume que vous êtes beaucoup quand même d'adhérents, tous les 15 jours. Vous en avez combien par... comment que ça fonctionne aussi? Alors la moyenne, on va dire la moyenne, ça dépend si c'est la veille des vacances, s'il fait beau, s'il fait moins beau. En général, environ 25 personnes. Ce qui est déjà considérable parce qu'on a un rucher école qui possède environ une quinzaine de ruches. Mais si tout le monde se met, on est à 2 ou 3 animateurs autour de chaque ruche. C'est quand même assez délicat, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a les timides qui se mettent dans le fond de la classe, et puis il y a ceux qui sont trop volontaires, qui veulent tout faire. Donc le but, c'est de montrer tel ou tel travail à faire sur la ruche, une fois, et ensuite on donne les outils aux élèves. Il faut que chacun manipule. Alors de tout âge, de 10 ans jusqu'à 80 ans? Ah oui, largement. Oui. À partir de 10 ans, on peut déjà aller... Ah oui, dès l'instant où on est à la hauteur de la ruche et on peut souffler dessus avec l'enfumoir, il n'y a pas de problème. Il existe des tenues pour enfants, mais c'est dommage, elles sont presque plus chères que les tenues pour adultes. Ah, on a une tenue obligatoire? Ah oui, c'est 0 piqûre notre objectif. Ah d'accord. Donc vous ne fournissez pas les... On a des tenues, pour les débutants, oui. D'accord. Ce sont des combinaisons intégrales. Avec oui. Le chapeau, tout est intégré. Ah non, il y avait un défaut aussi, nos anciens, quelquefois, ils avaient tendance à vouloir faire piquer les jeunes, histoire de les vacciner, mais ça peut plus se pratiquer maintenant. L'œdème de Quink, c'est quand même assez grave. C'est ce que j'allais dire. Donc on ne peut pas se permettre de faire piquer. Donc notre objectif, c'est 0 piqûre, et on le tient à peu près depuis 2-3 ans, sans problème. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai été baptisé Monsieur Sécurité du Rucher, et là-dessus, je suis intransigeant. Tout le monde s'auto-vérifie.
avant de monter au rucher. Et s'il y a une personne qui n'est pas habillée correctement, elle ne montera pas au rucher, c'est interdit. Voilà, ça c'est les règles de sécurité et c'est bien de les appliquer. Alors, j'ai un rucher, j'en ai 2, j'en ai 3. Qu'est-ce qui se passe? Mes abeilles, elles sont dedans? Alors, les abeilles sont dans la ruche, elles ont passé l'hiver tranquillement au chaud en espérant qu'elles soient assez nombreuses. Si elles sont pas assez nombreuses, elles ne pourront pas tenir suffisamment au froid. Et elles ne pourront même pas aller se nourrir sur le miel qui leur reste parce qu'elles sont pas assez nombreuses pour se déplacer. Et comment vous le savez, ça? On pèse la ruche avant l'hiver, on surveille, on peut savoir si il y a beaucoup de monde dedans, s'il y a des réserves ou pas. Et toute la technique, justement, c'est pour préparer l'année suivante, il faut préparer à l'automne. C'est la visite d'automne qui un peu garantit le bon passage de l'hiver. Mais on est quand même aussi tenu de surveiller parce qu'il peut y avoir du froid qui intervient. Cette année, le retour de froid au mois de mars là, a provoqué beaucoup de pertes. Des abeilles qui étaient assez faibles, enfin des ruches qui étaient assez faibles, n'ont pas su se nourrir et passer le cap du froid. Alors, dans une ruche que vous dites assez faible, il y a combien d'abeilles dedans? Ça, c'est la question piège. Et moi, alors, je dirais tout simplement, un essaim d'abeilles, c'est 10 000 abeilles au kilo. 1 kilo d'abeilles, 10 000. Mais il peut y avoir 1000, 2000 abeilles dans une ruche, et là, elles ne passeront pas l'hiver, elles n'arriveront pas à tenir. Oui, mais alors, donc ça, vous ne le savez pas. Vous soulevez pour voir un petit peu ce qui se passe dedans? Eh ben non, justement, Ah, non. on ne peut pas ouvrir avant qu'il fasse une vingtaine de degrés. Ah, d'accord. C'est ça la difficulté. Il faut leur mettre du chauffage à vos abeilles. On peut isoler la ruche, il y a des moyens d'isolation. On peut réduire le volume de la ruche pour justement une ruche faible, on peut réduire son volume. On peut bien isoler la toiture, il y a des techniques pour ça. D'accord. On peut créer aussi, on recommande de créer un petit bâtiment, un rucher, c'est mieux d'avoir un bâtiment couvert. C'est-à-dire de le mettre sous le bâtiment? Sous le bâtiment. Ah oui? Ben oui. Il y a des petites astuces qu'on ne sait pas. Hein. Donc ça, c'est ce que vous apprenez à vos élèves. Exactement, et ça permet aux élèves de quelquefois de gagner beaucoup de temps. Là par contre bientôt on va leur apprendre à attraper des essaims parce que bientôt il va y avoir de l'essaimage. Ça c'est des techniques qu'il faut connaître. Vous dites bientôt, il va y avoir des émages. Qu'est-ce que c'est? Essaimage, c'est-à-dire que l'essaim, alors c'est-à-dire que quand il y a surpopulation dans la ruche, pour diverses raisons. Ils sont trop. Oui, ils ont estimé qu'ils étaient trop. Nous, on trouve quelquefois qu'ils sont pas trop, mais bon, on ne sait pas. Et surtout, quand il y a des apports de nectar avec le colza, par exemple, la ruche entreprend l'élevage de jeunes reines. Qui décide, on ne sait pas. Il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a des prix Nobel à trouver là-dedans. Hein. Et 16 jours plus tard, quand les jeunes reines vont naître, c'est la vieille reine qui s'en va. Et la vieille reine s'en va avec la moitié de la ruche. Elle s'en va où, la vieille reine? Eh ben justement, la vieille reine qui n'a pas volé depuis 1, 2, 3 ans, elle vole pas très loin quelquefois, elle se pose dans le premier arbre venu, ou le premier support, ou le grillage, ou le tracteur. On a toujours des photos spectaculaires tous les ans. Ah oui, sur les vélos, sur n'importe où. Avec ces... Alors avec 1000, 10 000, 20 000, 30 000 abeilles. Ah oui. Alors c'est toujours spectaculaire parce que les gens s'affolent, alors que justement il n'y a pas d'affolement à avoir. C'est pas parce que ça fait du bruit que c'est dangereux. Les abeilles sont parties avec une réserve de 3 jours dans leur jabot, donc elles sont lourdes. On nous appelle, alors c'est le maire qui appelle parce que les gens ont appelé monsieur le maire est capable de tout bien sûr, les pompiers, on essaie de se faire connaître partout parce que justement cet essaim-là il faut l'attraper pour éviter qu'il soit perdu, éviter qu'il aille se mettre dans une cheminée où on ne pourra pas le faire sortir. C'est vrai, oui. Ça arrive aussi. Hein. Voilà. Dans les cheminées, oui. Donc c'est la pleine saison, là, les colzas sont en fleurs, donc ça va partir. Les essaims qui sont dans les cheminées, une cheminée ça fait au maximum 25 par 25, donc c'est trop petit. Systématiquement ça va essaimer. En plus ça vaut le coup de récupérer, ça vaut le coup dans tous les sens du terme. Ça vaut le coup dans tous les sens, oui. Parce que financièrement un essaim c'est... Alors là c'est une vieille reine par contre, il faudra en prendre soin. Oui, puis moi je vais reprendre aussi un petit peu ce que Gérard disait, c'est que c'est passionnant d'aller récupérer un essaim. C'est l'adrénaline qui monte chez l'apiculteur. C'est comme lorsqu'il voit le miel couler en bas de son extracteur, c'est exactement le même effet. D'aller cueillir un essaim et Dieu sait s'il y a énormément de
possibilités de combinaison et de cas de figure pour aller récupérer une colonie d'abeilles. Avec Gérard, on en a fait des spectaculaires. J'ai souvenir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, on a été délogé à une colonie d'abeilles dans un calvaire, dans un Christ. Donc pour la petite histoire, on a été aidé par un agriculteur qui nous a amené à Manitou, et comme se plaît à dire Gérard, c'est le grand Manitou qui a descendu le Christ. On a démonté le Christ, on l'a bouché bien sûr, comme il fallait qu'il soit hermétique à la sortie des abeilles, et puis on a emmené le Christ d'Amirouy au rucher école à Coucy-la-Ville, et là-bas on a sorti les abeilles pour récupérer la colonie. Là, en ce moment, ce qui se passe, vous récupérez les abeilles et la vieille reine, pas les jeunes. Ah si, ça viendra par la suite. Alors ça, en ce moment, ça va être les essaims primaires qu'on appelle ça. C'est de la technique, c'est les essaims primaires. Et ensuite, à partir de fin mai, nous allons commencer à récupérer les essaims secondaires, qui sont beaucoup moins gros, à peu près moitié moins gros que les essaims primaires, mais ce sont des jeunes reines. Et là, c'est un petit peu la colonie d'abeilles qui va essayer de auto-entretenir l'espèce, si vous voulez. Pour ce faire, elle va faire des essaims pour multiplier l'espèce, pour garantir sa survie dans l'avenir. Par contre, ce sont des jeunes reines bien vigoureuses et qui ont tendance à aller se percher très haut dans les arbres. Donc là, l'apiculteur, il faut qu'il se fasse équilibriste un petit peu. Là, c'est une autre histoire, beaucoup plus difficile à récupérer. Oui, mais on y arrive quand même. Justement, j'allais vous demander qui est habilité à aller récupérer les essaims d'abeilles. Alors jusqu'à il y a quelques années, systématiquement, la population faisait appel aux pompiers. Étant été pompier moi-même, on intervenait, on allait chercher les colonies. À l'époque, j'étais pas apiculteur. Bien souvent, les colonies, elles étaient gazées. Ensuite, les pompiers, pour des raisons de politique financière, n'ont pu continuer à récupérer ces essaims-là ou ces abeilles-là. Les pompiers ont conseillé à la population de se retourner vers l'apiculteur. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, nous, apiculteurs, on remplace un petit peu le rôle social du pompier qui intervenait chez les gens. Donc lorsque l'on arrive chez les gens habillés en blanc pour récupérer la colonie d'abeilles parce qu'ils sont un peu paniqués, croyez-moi qu'il y a un large sourire. Alors si en plus, lorsque c'est un essaim qu'on va appeler un essaim facile, c'est-à-dire un essaim à accueillir facilement dans un arbre, la petite récompense, on donne toujours un petit pot de miel. Donc ça fait énormément plaisir. Par contre, quand c'est une colonie dans une cheminée, là, malheureusement, bien souvent, c'est très difficile à déloger et il y a des cas de figure où on ne peut pas les récupérer. Si la cheminée est située assez haut, on fait de la pédagogie pour bien expliquer aux gens que les abeilles ne vont pas les ennuyer si elles sont à 12 mètres. Par contre, si c'est une cheminée qui est basse, et puis qu'il y a des enfants en bas âge et tout ça, malheureusement, là, on est bien obligé de détruire la colonie. D'accord. Mais quand c'est pas possible, justement, d'aller détruire cette colonie d'abeilles, qui intervient? Alors, dans notre association, nous avons la chance d'avoir un ancien pompier qui a créé sa micro-entreprise. Nous, on l'appelle Monsieur K Extrême. Vraiment, lorsqu'on peut pas sauver l'abeille du tout, il faut absolument s'en débarrasser, on fait appel à lui. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, si je vois une colonie d'abeilles, je vous appelle, j'appelle votre association? Il n'y a pas de souci. Alors là-dessus, nous avons créé un réseau de nos adhérents qu'on appelle les cueilleurs d'essaims. Selon la localisation, selon les horaires et selon la possibilité de chaque élève, nous transmettons les appels que nous recevons aux élèves concernés. Vous pouvez nous dire peut-être un numéro de téléphone? Vous avez peut-être un site ou je ne sais pas? Nous n'avons pas de site. Moi, je peux donner mon numéro personnel. Après. Sinon, il y a le lycée. Sinon, il y a le lycée d'Aumont, oui. Je pense mieux le lycée. Oui. Le lycée, donc il y a des mois. Oui, alors il y a des périodes qui sont un petit peu plus propices, comme là pour les essaims primaires, comme on parlait tout à l'heure. En ce moment, vous avez la floraison des colzas, donc qui apporte beaucoup de nourriture chez les abeilles, ce qui va provoquer une énorme ponte de la reine. Il suffit qu'il y ait 2 ou 3 jours de mauvais temps ou d'un temps moins beau, Les abeilles sont un peu plus confinées, mais la reine, elle continue à pondre. Et il va se trouver une chose, c'est qu'il va y avoir trop d'abeilles dans la ruche, puisque tous les jours naît 2000 abeilles par jour, facile. Tous les jours? Ah oui, ça peut aller très vite. Et donc, à ce moment-là, il y a un phénomène technique qui se passe, c'est que les phéromones de la reine ne sont plus diffusés dans toute la ruche. Puisqu'elles sont trop nombreuses, les phéromones ne peuvent pas être véhiculés dans toute la ruche. Une partie de la ruche se dit, tiens, on n'a plus de reine, nous sommes orphelines, vite, on va refaire une reine. Donc, ils refont 5-6 reines, forcément. Et puis, parce que faut savoir que c'est pas la reine d'abeilles qui pond des œufs de reine. Ce sont les abeilles qui fabriquent
Une reine, par la nourriture, par la gelée royale. Il y a beaucoup de choses à savoir, hein, c'est vrai. Il Hein. faut plusieurs années. Oui, je pense. Hein, de l'expérience et plusieurs années. Hein. Donc, de ce fait, comme il y a énormément d'abeilles dans la ruche et que les phéromones ne sont plus véhiculés, une nouvelle reine va naître. Enfin, il y en a 5-6. La première qui va naître va aller tuer les autres. Ça, c'est la sélection naturelle. Oui. Et la vieille va s'en aller. D'accord, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc là, c'est à l'heure actuelle. Donc c'est souvent derrière une période de mauvais temps. Dès que vous avez le soleil qui revient derrière une période de mauvais temps, systématiquement à cette période-ci, vous avez sémage. J'allais vous le demander justement, le temps. Est-ce que ça fait beaucoup pour les abeilles, pour toutes les abeilles? Énormément. Le météo est un facteur principal de la gestion du rucher. Même l'apiculteur, quand il fait froid, il va pas au rucher. L'idéal, c'est clair qu'un apiculteur en retraite, c'est bien parce qu'il a plus de temps. Un apiculteur actif, il est beaucoup plus handicapé pour aller cueillir les essaims, pour intervenir à son rucher. Après, vous avez aussi le voisinage. Donc, il y a plein de règles à respecter par rapport à l'environnement. Il y a la sécurité du voisin aussi. Et puis, il y a aussi la bonne entente avec les voisins. Bien sûr, le jour où vous allez intervenir au rucher parce qu'il fait beau, le voisin, lui, il sort sa tondeuse. Là, il faut composer avec. Il faut essayer d'aller voir le voisin, discuter. Et puis, il dit, écoute, je suis obligé d'intervenir à mes abeilles. Est-ce que tu peux tondre un peu plus tard? Après, si c'est un voisin récalcitrant, tant pis pour lui. Et oui, mais bon, j'ai que mon samedi pour tondre. Voilà, c'est une question de relationnel aussi. Donc ça demande aussi beaucoup de convivialité et puis d'échange avec ses voisins. Lorsque j'ai une ruche, j'ai peut-être des distances à respecter. On va pas s'étendre ici sur tous les détails, mais oui. En fait, ça s'apprend justement dans les premières séances, l'hiver. Ces conditions-là sont expliquées à nos jeunes et ensuite on leur demande aussi de venir avec leur implantation de maison pour éventuellement décider de l'emplacement où ils pourront mettre leur rucher sans risque. Ça fait partie des conditions pour justement ne pas gêner les voisins. Par la suite, on apprend aussi toutes les conditions d'intervention pour éviter de semer des perturbations parmi les abeilles. Par exemple, ne pas provoquer du pillage en laissant tomber du miel ou en intervenant de façon inconsidérée. Ça fait partie des incontournables, on va dire, de notre expérimentation, justement pour éviter d'avoir des ennuis avec les voisins. Parce que sinon, de toute façon, ça sera toujours votre abeille qui va avoir piqué, même si c'est pas vrai, même si c'est une guêpe, même si c'est un frelon. Combien de mètres par rapport à, par exemple... Il n'y a pas de distance si vous avez une clôture. D'accord. La meilleure preuve, c'est qu'on a des abeilles en ville. Vous avez tous vu des explications à la télé où il y a des gens qui ont des ruches en ville. Vous voyez, donc il n'y a pas de distance. Par contre, il y a un préfet de l'Aisne qui s'appelait Monsieur Abeille, qui a donc déterminé justement les distances dans l'Aisne. Alors, si vous avez une clôture fermée ou pas de clôture, ça change. Si vous avez une clôture, il n'y a pas de distance. Mais si vous n'avez pas de clôture, il faut une dizaine de mètres. Oui. Mais il faut encore orienter les ruches dans le bon sens. D'accord. Il ne faut pas intervenir inconsidérément. Il y a toutes les conditions. Il y a plein de choses à faire. Là, c'est ce que vous nous conseillez lors de votre formation, mais aussi lorsque l'on vient apprendre un petit peu, même dans les livres, comme vous dites, vous conseillez quand même d'étudier un petit peu l'abeille. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Alors, nous n'apprenons pas l'essentiel de la morphologie de l'abeille comme on pourrait apprendre au Grand Rucher du Luxembourg, parce qu'on aura le détail des bêtes, mais par contre on apprend nous tous les trucs qu'il faut connaître justement pour ne pas se faire piquer, pour ne pas faire piquer les voisins, pour récolter facilement. Il y a plein de nouveautés que les anciens ne connaissaient pas, le chasse-abeille, des petites astuces comme ça. Ça s'apprend sur plusieurs années. Pareil pour la capture des essaims, ça s'apprend sur plusieurs années parce que tous les ans les cas sont différents. On a tous des cas épiques ou des cas très simples. En fait, il faut plusieurs années. D'accord. Moi, je voudrais rajouter que nous ne vivons pas que sur nos acquis. On a une certaine expérience, c'est clair, puisque Gérard, plus longtemps que moi, déjà une quinzaine d'années à manipuler les abeilles, on apprend des choses, on les observe, on comprend beaucoup de choses, mais on ne reste pas sur nos acquis, on essaye d'être toujours à la pointe des nouveautés, et puis amener notre regard dessus et transmettre aussi à nos élèves ensuite ce qui est bien, ce qui est moins bien. Aussi en matière de sanitaire, parce que l'abeille a besoin d'être entretenue. C'est une colonie, c'est comme un animal, j'ai expliqué tout à l'heure. Donc nous continuons nos formations personnelles d'acquisition des techniques sanitaires pour éviter justement tout ce qui peut concerner les maladies, les parasites, etc., qui tournent autour de l'abeille. Et la loi, parce que la loi, elle est derrière aussi.
Lorsque vous avez des maladies, puisqu'il peut arriver que certaines maladies soient contagieuses, il existe des maladies où il faut faire des déclarations sanitaires auprès des instances, etc. Donc là, on se doit, en tant que rucher école, de montrer l'exemple. J'allais vous demander justement, est-ce que vous êtes déclaré ? Absolument. Ah oui, vous êtes déclaré. Ah bah oui. Alors donc, c'est la première chose qu'on apprend à nos élèves. Alors, si nous n'étions pas déclarés, là, ça ferait mal pour un rucher école. c'est-à-dire moi j'ai une ruche personnelle, je dois me déclarer où ? Déjà, la première chose, il faut obtenir un numéro d'apiculteur. D'accord. C'est les conditions de base. Et maintenant, ce numéro, il est fourni au niveau national. Et donc, en fait, compte, vous êtes nomenclaturé au niveau national. Ça pose d'ailleurs un problème parce que comme c'est officiel, ce numéro, vous pouvez être sollicité par toutes sortes d'entreprises un petit peu frauduleuses qui vont essayer de vous refiler un annuaire, une inscription, moyennant 285,5 €. J'ai encore eu le cas hier. Et donc, justement, on apprend aussi aux apiculteurs, attention, ne vous faites pas rouler, vous n'avez absolument pas besoin de figurer à l'annuaire national de je ne sais quoi. Même personnel, si j'ai une ruche, il faut que je me déclare donc... Vous êtes éleveur. Ah d'accord. Il faut le savoir ça. Hein. Tout le monde ne le sait pas. Hein. Comme vous dites, oui, ça peut être porteur de maladies, porteur de plein de choses aussi. Hein. À savoir que telle personne, elle a un rucher. Alors, vous devez être déclaré au point de vue sanitaire, hein, ça c'est une chose. Oui. Et comme j'expliquais tout à l'heure, s'il y a une maladie contagieuse, si vous déclarez votre maladie contagieuse, ou vous faites appel à un technicien sanitaire apicole qui va venir constater que vous avez une maladie contagieuse, d'où en l'occurrence il y en a une qui nous fait très peur, c'est la loque américaine. C'est une maladie, c'est une espèce de dégradation du couvain. Le couvain, c'est selon les jeunes abeilles. Les larves d'abeilles. Cette maladie-là, nous on fait le test de l'allumette, c'est-à-dire que ça consiste à enfoncer une allumette dans le couvain suspicieux. Le couvain suspicieux, c'est-à-dire qu'il a l'opercule, la petite lamelle de cire qui bouche l'orifice de la cellule. S'il y a un petit trou au milieu, il y a suspicion de maladie. Donc on enfonce une allumette et lorsqu'on tire l'allumette, si ça fait un fil comme du gruyère, c'est la loque américaine. Là, la loi nous oblige à faire une déclaration en préfecture et à la DDPP. Donc ensuite, votre rucher sera confiné, exactement de la même façon que la grippe aviaire. Donc vous aurez interdiction de sortir des abeilles de votre rucher, de vendre du miel, de vendre des produits de la ruche, etc., etc. Et vous serez dans l'obligation de détruire la colonie incriminée. Il y a tout un processus qui est à suivre. Alors, à partir du moment où vous avez déclaré cette maladie. Voilà. Dans tous les départements, il existe des structures sanitaires, soit la GDSA, soit une ASAD, qui ont pour rôle d'informer les apiculteurs sur les dangers, sur les maladies, et qui ont rôle aussi de contrôler sur appel, parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans un rucher sans l'autorisation du propriétaire, mais qui ont rôle de conseiller sur l'appel de l'apiculteur pour dire si c'est telle ou telle maladie. Ça est arrivé, ces maladies, et puis que ça détruit toute la Alors colonie. nous, dans notre rucher école, et puis même personnellement, on va toucher du bois, la table est en bois. Pour le moment, on n'a pas eu ce cas de figure-là, personnellement. En général, comme disait Gérard tout à l'heure, en général, ces maladies-là arrivent sur des colonies faibles, qui ont été affaiblies par divers éléments, qui peuvent être ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le varroa, qui est un acarien qui se pose sur les abeilles et qui vit aux dépens de l'abeille en pompant l'hémolymphe. L'hémolymphe, c'est le sang de l'abeille, et qui va vivre sur le couvain. Donc ça affaiblit la colonie. La colonie étant faible, c'est comme nous, humains. Lorsqu'on est un peu faible, on attrape toutes les maladies possibles et inimaginables. Alors, ça s'attrape. Ça s'attrape, ça se contamine. Donc c'est sérieux. Ah oui, là, faut pas rigoler avec ça. De toute façon, nous, on enseigne aussi à nos élèves tous les éléments, tous les signes de maladies. Alors, des maladies des abeilles, c'est comme dans tous les animaux, c'est comme chez les humains, il en existe des dizaines. Bon, après, si vous entretenez bien votre colonie, si vous faites ce qu'il faut faire au moment où il faut, en général, vous passez à côté de tous ces problèmes. Il faut qu'on dise qu'on participe à des manifestations extérieures, justement, parce qu'il y a beaucoup de demandes, comme vous savez. Oui. Donc, les vers solidaires, troc plantes à Merlieu, des trucs comme ça. Oui. Et là, on rencontre toujours plein de gens très sympas. C'est vrai. Qui se renseignent. Et c'est important de le dire. Alors, c'est bien de le signaler. Alors, on va parler tout de suite le problème des pesticides et on terminera avec une bonne note avec le miel. Quand j'ai commencé l'apiculture, donc début 90, des années 90, les apiculteurs commençaient à maîtriser bien le problème du parasite varroa. Et puis, d'un seul coup est arrivé le gaucho. Qu'est-ce que vous appelez les parasites varrois? Le parasite le varroa, c'est un acarien qui se développe aux dépens de la ruche et
Ça faisait déjà une vingtaine d'années que c'était arrivé. On a failli perdre toutes les colonies de France à cause de ce parasite. Puis petit à petit, il y a eu des laboratoires qui ont obtenu des produits, il y a eu des essais de toutes sortes. On commençait bien à maîtriser le varroa. Si le varroa se développe dans une ruche, comme je disais tout à l'heure, elle est perdue. Donc on commençait à bien maîtriser ça. Et puis là-dessus sont arrivés les insecticides néonicotinoïdes. Et là, c'est devenu la catastrophe. Dès la première année, le professionnel qui a mis ses ruches dans du tournesol traité gaucho a vu ces ruches mourir. Surtout l'effondrement des colonies, alors qu'il savait très bien récolter le tournesol, comme on disait, pisser le miel à cette époque-là. Donc vous dites à cette époque-là, il y a combien de temps alors? C'était le début des années 90. 90. Donc la première signalisation, c'est 94, je crois. Donc ce monsieur Maurice Marie, qui est décédé l'an dernier, je crois, c'est un professionnel, il n'y avait aucun doute, c'était bien dans le tournesol. Mais les abeilles ne rentrant plus à la ruche, c'est très difficile d'obtenir des abeilles contaminées. Et en plus, le taux de contamination était largement en dessous des quantités mesurables à l'époque quand on prenait un paquet d'abeilles qu'on l'envoyait au laboratoire. Donc voilà la difficulté. Il a fallu plusieurs années pour arriver à descendre dans des quantités inférieures à 12 ppb, parties par billion, pour arriver à prouver que c'était bien le produit. Et de toute façon, j'ai entendu des savants donc, dans différents congrès, donc celui de Montpellier, celui de Poitiers, nous dire on a un problème, c'est parce qu'on a bien la preuve que ce produit est toxique, mais la firme nous dit oui, mais moi j'ai une autorisation de mise sur le marché. Donc ces savants-là, ils étaient bloqués un peu parce qu'ils disent on a un raisonnement depuis des millénaires, un raisonnement logique, et d'un seul coup ce raisonnement logique, il est contrecarré par le fait que on a l'autorisation, donc ça ne peut pas être ce produit qui tue les abeilles. Il y a eu des preuves qui ont été faites depuis. Francisco Panella en Italie a fait la démonstration, par exemple, qu'un grain de maïs traité provoque par sudation des petites formations de gouttes de rosée au pétiole des feuilles. Et si une abeille vient butiner cette rosée, là, en fait cette eau, en 2 minutes, elle meurt. Ah oui. Et donc, vous voyez, on tombe dans des quantités de pesticides qui sont tellement infinitésimales que c'est très difficile. Et maintenant, comme vous avez entendu que le gaucho était interdit, en réalité, il est interdit sur toutes les plantes à fleurs, mais pas sur les céréales, qui ne sont pas théoriquement butinées. Sauf que on sait maintenant que ce gaucho ne reste pas dans la terre pendant 90 jours comme c'était prévu, mais qu'il reste sur plusieurs années. Ces métabolites, les produits de décomposition de ce gaucho, durent plusieurs années. On a des preuves là-dessus. Et donc, si on ressème une plante nectarifère derrière, une moutarde, un blé noir, les abeilles qui vont butiner cette plante au mois d'octobre-novembre, soit elles ne rentrent pas, et à ce moment-là, on a une ruche vide avec plein de miel dedans. Ça s'est appelé pendant longtemps le CCD, un syndrome Collapse Colony Disorder, le syndrome de disparition des abeilles. Pour les apiculteurs, il n'y a pas de mystère, c'est que les abeilles ne sont pas rentrées. Une abeille qui sort ne revient pas, une deuxième sort, elle ne revient pas, et ainsi de suite. Il ne reste plus que la reine et quelques jeunes abeilles. Ça, c'est le symptôme caractéristique. Donc ces abeilles-là, évidemment, ne passeront pas l'hiver. Voilà où on en est. Et ces produits-là, néonicotinoïdes, on a eu un mal fou à les faire interdire. Systématiquement, il y avait des nouveaux produits qui sortaient tous les ans avec une nouvelle appellation. Et ensuite, si vous devez soigner votre chien ou votre chat, systématiquement, vous tomberez sur ces produits-là. Il n'y a plus d'autres quasiment. Sauf des produits qui ne sont pas des pesticides, qui sont des pestifuges. Et systématiquement, vous êtes obligé d'avoir ce produit-là, si bien que dans toutes les maisons, partout, il y en a. Votre chien, votre chat ont ces produits-là. Et ces produits ont la particularité d'attaquer le système nerveux. Donc vous voyez ce que ça peut produire sur des enfants, sur les adultes, mais dans peut-être 5, 10, 15 ans. À l'heure actuelle, là, en 2018, qu'est-ce qui se passe pour les pesticides? Il se passe que cette année, on a eu beaucoup de pertes d'abeilles pendant l'hiver. Mais on ne peut pas attribuer particulièrement à quelque chose parce qu'il y a quand même une année, un printemps l'année dernière où il y a eu un gros gel, ensuite une sécheresse au mois de juin. Nos abeilles ont eu beaucoup de mal à se reconstituer une bonne santé au mois de septembre-octobre et il y a eu des floraisons de moutarde et de blé noir et il y a des abeilles qui ont disparu à cause de ça, mais maintenant on n'a pas de preuves évidentes là-dessus forcément. Alors, il y a un cri d'alarme, il y a quelque chose à dire justement à ce niveau-là?
Mais je ne sais pas si c'est nous qui devons lancer le cri d'alarme, mais c'est quand on voit les pesticides. J'ai sous les yeux là un comparatif entre le DDT. Si on classe le DDT comme on va dire une puissance de 1, une puissance insecticide, l'imidacloprid, donc le gaucho, c'est à 7297 fois plus violent. Le fipronil, le régent, celui que vous trouvez dans tous les produits pour chiens et chats, c'est 6475 fois plus puissant que le DDT. Donc voilà, on en est là. Nos abeilles sont en difficulté alors. Si nos abeilles sont en difficulté, l'abeille est la sentinelle de l'environnement. C'est un slogan transmis par l'Union nationale d'apiculture française, tout simplement parce que notre abeille n'a jamais rencontré dans toute sa vie, depuis donc des millions d'années, aucun pesticide. Les plantes ne sont pas folles pour aller mettre du pesticide dans le nectar, sinon ça ne tient pas la route. Il faut le comprendre. Donc elles n'ont aucun moyen de se décontaminer. Donc elles sont sensibles à la moindre molécule dangereuse. Et donc c'est ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe pour les abeilles, c'est une avant-garde pour nous. C'est-à-dire que nos neurones, nous en avons quand même un petit peu plus que les abeilles, sont tués aussi par ces toxiques. Donc maintenant, l'avenir de l'humanité, il est mal parti avec tous ces pesticides partout, si on le compare avec d'autres aussi, climats et tout ça. C'est vrai, là c'est un appel que l'on lance à tout le monde. Moi, pour rebondir sur ce que disait Gérard, moi je m'intéresse surtout en matière de pesticides et autres, au niveau des plantes, pas des abeilles. Et il y a quand même une forme de corollaire qui est, oui, c'est fait, d'ailleurs c'est établi. Les pays pauvres qui sont non accessibles comme le Bhoutan ou Haïti, donc qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter des produits chimiques, ont des colonies d'abeilles qui sont extraordinaires. Et sans parler de bio, je parle de naturel. Donc en fait c'est ça, c'est un embargo qui est décidé contre Haïti, parce qu'Haïti c'est un embargo. Le Bhoutan, c'est encore autre chose. Le Bhoutan, c'est un pays qui est tellement enclavé dans les montagnes, il est inaccessible par avion, par gros avions ou autre. Donc l'industrie n'y va pas, c'est pas rentable. Voilà, c'est des belles colonies. Voilà, ils ont des colonies qui sont extraordinaires. Même au niveau des plantes, il y a certaines plantes endémiques de régions mondiales qui résistent de façon extraordinaire. Et pourquoi ? Parce que elles sont tranquilles, elles ne sont pas dérangées par des molécules. Il faut bien savoir qu'une plante, si on met une abeille, par exemple, à l'échelle de l'être humain, tu parlais de 10 000 abeilles dans un kilo, imagine le poids par rapport à un être humain. Donc c'est très violent, surtout qu'en plus l'abeille n'a pas été conçue, n'est pas habituée à lutter contre le produit chimique. Pendant longtemps, les apiculteurs ont été plus ou moins accusés d'avoir justement, pour traiter contre le varroa, d'avoir mis des pesticides dans les ruches. On pensait qu'il n'y avait que nos abeilles qui étaient contaminées. Sauf que depuis, les entomologistes ont mesuré aussi le taux de perte sur les papillons, sur les abeilles dites sauvages, et l'effondrement, il est phénoménal. Dans ma jeunesse, il y avait 10 papillons au mètre carré dans une prairie. Maintenant, vous n'en avez plus. Oui, le pire, c'est les petites bêtes, ces petites abeilles, c'est ça. Et puis les pollinisateurs, sans eux, ça va être difficile. Oui. Alors là-dessus, il faut quand même pas non plus jeter la pierre à l'agriculteur qui, forcément, lui, est soumis à des contraintes. Je ne vais pas prendre la défense de tous les agriculteurs, mais dans les jeunes générations d'agriculteurs, on voit quand même un changement de comportement. L'agriculteur au jour d'aujourd'hui travaille à la ferme, son épouse ne travaille plus à la ferme, donc elle a un autre son de cloche, et les enfants maintenant ramènent d'autres informations aussi de l'école. Le jeune agriculteur a pris quand même conscience du problème de la disparition des insectes. Les anciennes générations, c'est un peu plus difficile de faire de la pédagogie avec eux. Mais bon, à force d'explications, on arrive à des résultats. Mais il faut quand même comprendre, admettre que les agriculteurs sont soumis à des contraintes. Et là-dessus, il y a l'agriculteur qui est un petit peu intégriste et puis que lui, s'il n'a pas son pulvérisateur et puis qu'il va pas traiter, il n'aura pas de rendement. Et puis à côté, il y a l'autre qui est un peu plus raisonné et puis qui regarde un petit peu aussi l'environnement, les alentours. Et ce qui compte chez l'agriculteur en général, c'est comme tout à chacun, c'est le chiffre en bas de la page, savoir s'il est correct ou s'il n'est pas correct. On s'aperçoit qu'il y a des agriculteurs qui pratiquent une agriculture dite plus raisonnée, qui obtiennent des bons résultats quand même. Même meilleur. Lorsque l'on fait le rapport entre les intrants qui sont ajoutés, le temps passé, l'usage du matériel, le carburant et tout ça, tous ceux que je connais qui se sont convertis, ce qu'on appelle, ou en bio ou uniquement en biodynamie. Je connais un jeune agriculteur qui, lassé de faire un gros chèque en fin d'année pour des produits et vétérinaires pour ses animaux et tout ça, a tout arrêté et depuis il gagne beaucoup plus. Voilà, c'est tout. Alors, les abeilles, le miel. Bien sûr, le miel, c'est bon. Et oui, alors c'est bon
pour plusieurs choses, pour la toux. Vous pouvez le manger comme ça. Vous avez Alors, beaucoup de... le miel, c'est en fin de compte, c'est la récompense, lorsque l'apiculteur va commencer à extraire son miel. Alors, au début, quand il a une ruche, il a pas de matériel, il presse sa cire à la main, il en a plein les doigts, il se lèche les doigts, puis c'est tellement bon qu'il en reste plus pour mettre dans le pot. Plus tard, quand il aura plusieurs ruches, il sera obligé de passer avec un matériel un peu plus sophistiqué, parce que presser à la main, quand vous avez une dizaine de ruches, ça devient un peu laborieux, mais c'est un moment très agréable. Et en général, les enfants et les petits-enfants sont autour de l'extracteur. Le miel, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs miels, il y a des quantités... Obligatoirement, il faut un extracteur. Pas forcément. Quand on démarre, on n'a pas beaucoup de ruches, on peut presser le miel, comme je vous disais, à travers la main ou alors à travers un petit pressoir à fruits, on peut y arriver. Mais là, on détruit systématiquement les cadres. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les feuilles de cire qu'on a introduites. Donc là, on est obligé de les démonter. Ce qui nous oblige après à racheter de la cire pour refaire les cadres, etc. Donc après, les technologies ont évolué. Maintenant, on a une centrifugeuse. C'est un extracteur, c'est une centrifugeuse. Et par la vitesse de rotation, on extrait le miel des cadres après les avoir désoperculés. Alors désoperculer, pour celui qui n'est pas dans cette discipline-là, c'est un peu barbare. Ça consiste à retirer l'opercule qui bouche la cellule où est stocké le miel. Et c'est obligé de le faire. Ah ça c'est obligé, sinon vous extrayez pas le miel. D'accord. Et même si vous le mettez dans la centrifugeuse... Et même si on met dans la centrifugeuse, il voudra pas sortir. Le cadre explose. Ça se fait qu'un couteau spécifique. Et là, il faut faire attention aux doigts, tout ça. Donc tout ça, on apprend à nos élèves d'ailleurs. Les techniques pour bien tenir le cadre, bien couper les opercules sans se couper les doigts, parce que du miel rouge, c'est pas forcément bon, même s'il y a des protéines. Oui, c'est vrai. Donc ensuite, vous avez plusieurs spécificités dans le miel, selon les apiculteurs. On enseigne ça aussi à nos élèves. Vous avez le miel de printemps, qui va se récolter fin mai. Donc essentiellement les fruitiers, les colzas s'il y en a, les pissenlits, ce genre de fleurs de printemps. C'est un miel qui va cristalliser très 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 vite. En 3 jours, il est cristallisé. C'est-à-dire qu'il devient dur. Mais il cristallise tellement rapidement qu'il a un grain très très fin, qui est très agréable au palais d'ailleurs. Une technique consiste, pour éviter que le miel soit dur, c'est au moment de la cristallisation, 3 fois par jour, c'est de brasser son miel. Donc de le mélanger avec une spatule, ou ça dépend de la quantité qu'on a, bien sûr. Si vous en avez 100 kilos, une spatule, c'est plus difficile. Mais le but, c'est d'empêcher les cristaux de s'agglomérer ensemble. Et donc, vous garderez un miel crémeux. Ce que les gens ils demandent en général, puisque c'est plus facile à mettre sur la tartine, et puis on casse pas la cuillère et tout, donc c'est plus pratique. Ensuite, vous aurez les miels dits de sélection. Alors, un miel de sélection consiste à poser ses ruches ou ses hausses. La hausse, je rappelle, c'est le grenier de la ruche. Neuve ou étirée, c'est-à-dire avec des cadres qui sont construits, sous une floraison bien spécifique. Je vais donner un exemple, le miel d'acacia. Tout le monde veut du miel d'acacia. Vous amenez vos ruches sous les acacias au début de la floraison de ces arbres. Donc en général, ça coïncide avec la fin de floraison des colzas. Lorsque les acacias défleurissent, donc c'est en général, si ils ont fleuri, bien sûr, parce que nous, dans notre région, on n'est pas gâtés par la météo. S'il n'a pas plu pendant ce temps-là, si le temps était propice, au bout d'une 10-12 jours, il faut faire la récolte de suite. À condition aussi que les opercules soient construites sur les cellules, que ce soit bien bouché. Il faut savoir que le miel ne contient que 18% d'eau. Les abeilles ont évacué l'eau qu'il y a dans le miel pour la conservation. Donc là, vous aurez un miel dit de sélection. Vous pouvez en faire autant après sur les châtaigniers, sur les tilleuls, etc. Et puis après, si vous ne pouvez pas faire tout ça, vous avez un miel qu'on appelle miel d'été. Donc qui mélange toutes les fleurs d'été, les tilleuls, les châtaigniers et tout ça. Et ça, en général, on récolte ça fin juillet, début août. Et là, ça va être un miel qui va rester liquide un peu plus longtemps parce qu'il est plus riche en fructose. Donc de ce fait-là, comme il y a moins de saccharose, la cristallisation va être beaucoup plus lente. Par contre, tout bon miel cristallise. Ce miel-là va cristalliser plus lentement et de ce fait-là qui va être cristallisé plus lentement, les grains seront plus grossiers sous la langue. Ce qui n'empêche pas à sa qualité. Si on veut garder un miel liquide en plein hiver, il suffit de le mettre un petit peu sur le radiateur. Vous ne dépassez pas 40 degrés parce qu'un miel, il ne faut pas qu'il dépasse 40 degrés, sinon il perd toutes ses vertus. Vous retournerez avec un miel liquide.
Alors, le miel liquide, cristallisé, ensuite on le met dans les petits pots. On peut le manger comme ça, forcément, tous les matins, il n'y a pas d'interdit de manger. C'est du sucre quand même. Il faut savoir que le miel est un sucre qui est prédigéré quand même, qui est inverti. Sa phase a été changée. Il est plus facilement assimilable par l'organisme. Donc certaines personnes qui souffrent de diabète, ça c'est la question qu'on me pose en récurrence. Moi j'ai du diabète, je peux pas manger du miel. Tout dépend de la quantité de miel que vous allez manger, bien sûr. Si vous voulez en déjeuner à un pot de 500 grammes le matin, c'est clair que le diabète il va pas être terrible. 500 grammes, oulala, c'est beaucoup. Non, mais c'est une image. Oui. Mais si vous en prenez une cuillère dans votre café ou sur votre tartine, ça va pas vous gêner plus que ça. D'accord. Puisque c'est un miel qui est déjà prédigéré. Les miels de récolte ciblés, donc genre châtaignier, tout ça, donc une sélection, il faut surveiller sans arrêt. Ah oui, là, il faut être très très attentif à la floraison et il faut être observateur de la nature. Il faut regarder les premières fleurs et les dernières fleurs de la plante en question. Que ce soit le miel d'acacia, c'est surtout le miel d'acacia. Parce que le miel d'acacia a la particularité d'être très 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 riche en fructose. Donc une cristallisation quasi nulle. S'il est pur, il y aura quasiment pas de cristallisation. Mais si vous n'avez pas bien fait attention à la période de floraison, vous allez vous retrouver par exemple avec un petit peu de miel de châtaignier qui va arriver avec, ou de tilleul, et hop, la cristallisation va se faire. Donc va se faire plus rapidement. Donc votre miel ne sera pas 100% pur acacia. Donc de ce fait-là, ça va provoquer une cristallisation. C'est le miel toute fleur, ça. C'est le miel oui, ça devient du miel toute fleur. Voilà, donc c'est plus difficile. Donc il faut être très très rigoureux. Il faut tirer son chapeau à tous les apiculteurs qui arrivent à faire du miel de sélection. Alors après, il y a des gens qui disent ouais, mais le miel il est cher et tout, mais faut voir la quantité de travail qu'il y a derrière et d'observation et de temps à passer. Bien sûr. De toute façon, lorsqu'on arrêtera de dire on veut tout pour pas cher, ça ira beaucoup mieux. Du miel, on en voit tous les tarifs. Bon, il y a peut-être, j'ai vu moi des abus, notamment, je vais régulièrement à Chamonix, j'ai vu des abus, des tarifs de miel assez, voilà. Bon, là c'est pour les touristes, comme je dis, en plaisantant. Bon, effectivement, mais lorsqu'on voit du miel, je crois on en trouve à 5 ou 6 euros le kilo. Il faut pas se leurrer, c'est pas du miel. Non, alors là, il y a de tout. Alors là, Gérard peut-être en parler un peu plus sur ce sujet. Il y a de tout parce que il a été démontré que c'était très facile de faire du faux miel avec du sucre de canne. Mais c'est très facile. Il y a un vétérinaire d'Alsace, je crois, qui a fait la démonstration en direct de comment on pouvait trafiquer du miel, enfin trafiquer du sucre pour le rendre miel. En fin de compte, on ne peut pas le voir parce que c'est bien imité. Mais ça ne se voit qu'à l'analyse. Donc après, les services de la direction des vétérinaires peuvent analyser le miel et trouver dedans. Si vous trouvez des pollens de cactus dans du miel français, il y a forcément un problème quelque part, ou des matières comme ça. Les miels qui sont marqués provenant de l'Union européenne ou hors Union européenne, on est seulement certain qu'ils viennent de la Terre et pas de Mars, c'est tout. Pour le reste, on ne sait pas d'où ils viennent du tout. Alors, je fabrique mon miel, forcément j'ai une ruche, 2 ruches, 3 ruches, 40 ruches. J'ai le droit de le vendre, mon miel ? Oui, bien sûr. Du point de vue de l'administration, dès l'instant où vous avez, je crois que c'est à peu près encore une dizaine de ruches, on peut considérer que c'est une production familiale. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et nous-mêmes, on le constate, jusqu'à 10 ruches, on n'a aucun problème pour écouler son miel. Il n'y a même pas besoin de faire de marché. La famille, les amis, ils savent très bien taper où il faut pour avoir le miel. Au-delà, après, il faut s'organiser. Oui, c'est pas trop un souci puisque en France nous sommes en déficit de production de miel. Il y a aussi un retour vers la qualité qui se généralise et les gens sont très très demandeurs. Ce qui veut pas dire qu'on en profite pour faire des prix prohibitifs. Le miel, c'est un travail. Il faut respecter le travail de l'apiculteur. Nous, on cède notre miel à un prix dit raisonnable, qui représente vraiment le travail qui a été fait derrière, parce que croyez-moi que c'est pas facile tous les jours. Ces derniers jours, on a eu une forte période de chaleur. Lorsque vous êtes dans vos ruches avec 3 épaisseurs pour éviter d'être piqué, croyez-moi que là vous regrettez des fois d'avoir pris l'apéro la veille au soir. Alors, on fait du miel, forcément. Que fait-on avec le miel ? Pour moi, je dirais que on fait beaucoup de pain d'épices. Quand on a sa propre production de miel, on n'hésite pas à faire du pain d'épices et à l'offrir à toutes les réunions des amis, des associations. Après, on peut faire de l'hydromel. Oui. Mais il faut quand même déjà avoir une certaine quantité. On va sacrifier le miel qui aura peut-être moins de goût, ou qui sera moins parfait. Comment vous faites l'hydromel ?
Ah, mais c'est une recette. D'accord, de nos grands-pères. Non, c'est la plus ancienne boisson alcoolisée. Oui, oui. Mais on dit aussi que l'hydromel, c'est la boisson des dieux ou la boisson du diable. Parce que si on ne maîtrise pas bien la fermentation, ça peut se transformer en vinaigre. Et vous mettez du miel dedans, ou que du miel? Ah, normalement, c'est que du miel. C'est que du miel, de l'eau, et alors... Et ça fermente. Alors, ça fermente naturellement. Normalement, dans le miel, il n'y a aucun ferment. Mais dans le miel récolté, comme disait Christian tout à l'heure, à l'ancienne, avec la main, et tous les pollens dedans, il y a toujours quelques ferments qui traînent. Mais les ferments sont pas forcément bien ceux qu'on veut. Il peut y avoir des fermentations parasites. Donc le tout, c'est de bien diriger cette fermentation en mettant les bonnes levures. C'est tout. Et après, tout est une question de technique. Après, c'est pas... Oui, puis il y a des recettes familiales, plus ou moins. Oui, voilà, chacun adapte. Alors, pain d'épices, hydromel. Alors, cuisine. La cuisine, bien sûr. La cuisine au miel. Ceux qui sont amateurs de viande. Un magret de canard au miel. Oui. Ah oui. C'est pareil. Ah oui. Oui, il y a énormément de recettes là-dessus. Ne serait-ce que quand c'est les périodes des fêtes, le gigot. Le gigot, vous faites une sauce au miel avec un mélange d'huile d'olive, de moutarde à l'ancienne et de miel, et vous badigeonnez votre gigot en le laissant bien imprégné après dans du papier d'alu, et puis après vous le mettez au four. C'est un délice, c'est un délice. Mais il faut bien choisir son miel, parce que l'autre jour, on a essayé avec du miel de sarrasin. Franchement, c'était très fort. Tous les miels ne conviennent pas pour faire toutes les cuisines. Du miel de sarrasin? Oui, du miel de blé noir. Oui. Ah, d'accord. C'est très très fort en goût. Ce qui me permet de rebondir en même temps par rapport à ça, c'est que nous, au Mont des Abeilles, au tout départ, pour savoir où est-ce qu'on en était, pour savoir si on travaillait bien, nous avons participé à différents concours de miel. Et donc, surtout à un qui est organisé par le syndicat apicole de la Somme, l'USAP, qui concerne tous les miels de Picardie. Et croyez-moi que les élèves de notre association se sont bien distingués dans les différents concours. Et on obtient pas mal de médailles. Alors, vous avez un pot de miel, forcément, de l'école? Absolument, absolument. Oui. Moi, personnellement, je suis apiculteur, Gérard est apiculteur, on a chacun notre production, notre récolte. Oui. C'est parce que le miel, on le fabrique pas, ce sont les abeilles qui le fabriquent. Oui. Et puis, par contre, le rucher école a aussi sa récolte, et qui est, en général, qui est vendue ou cédée au sein du lycée. Le mercredi. Ils ont un marché bio le mercredi. Ça, c'est bien de le savoir aussi, C'est épuisé, il n'y en a plus. D'accord. Oui, parce que la différence, c'est que nous sommes des apiculteurs, nous ne sommes pas des revendeurs. Donc, quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà, on peut pas en fabriquer. Si là, ici, dans un mois peut-être. Voilà, d'ici un mois, on va commencer à récolter, à faire la récolte de printemps. D'accord. C'est tout ce que l'on peut faire avec le miel? Il y a autre chose? Alors, nous ne sommes pas équipés pour ça, mais le miel a été utilisé par un grand professeur du côté de Limoges pour justement faire les pansements des grands brûlés. Très important. Les Néo-Zélandais ont vanté leur miel de Manuka comme ayant des vertus particulières, mais il s'avère qu'en fait, c'est une grande campagne de lobbying de la Nouvelle-Zélande, mais tous les miels se valent à peu près pour cette histoire de pansement là. Ça désinfecte les plaies. Oui, et ça cicatrise. Et ça cicatrise parce que c'est aéré. Le miel, c'est quand même une substance merveilleuse parce que il peut se garder quasiment indéfiniment quand il est dans sa cire, dans son enveloppe de cire. Il y a une espèce d'osmose qui se fait, l'air passe mais pas trop. Il faut dire quand même aussi qu'il y a un miracle, c'est que du miel dans de la cire, vous chauffez le tout et vous obtenez les deux séparés et absolument pas pollués. La cire au-dessus parce qu'elle est plus légère, le miel en dessous. Essayez avec un pot de yaourt, vous ne ferez pas la même chose. C'est naturel. C'est vrai, le miel, il n'y a rien de plus naturel. Le pollen, on peut récolter le pollen aussi. Et chose qu'on fait tous les hivers, c'est de consommer du miel quand on a mal à la gorge. L'image dit c'est le miel d'acacia qui est le meilleur. Non, c'est pas forcément le miel d'acacia. Le miel d'acacia a la faculté, comme je vous disais tout à l'heure, d'être très riche en fructose, donc très doux dans la gorge, donc agréable à avaler. Personnellement, moi, lorsque j'ai mal à la gorge, c'est le miel de printemps, qui a un grain très fin et qui reste plus longtemps en contact avec les muqueuses dans la gorge. Ah oui, ça, il faut le savoir aussi, c'est vrai. Le bonbon au miel. Oui, cette année, on a un collègue, merci Franck, qui nous a appris à faire des bonbons au miel. Vraiment, c'était un succès, parce qu'on a tous découvert le savoir-faire, assez spectaculaire, et puis c'est vraiment bon. Et ça doit être facile, Et il faut du matériel, il faut un thermomètre très précis, et puis surtout, il faut des gants isolants. Pour pouvoir manipuler le pâton de bonbons. Et donc, voilà, c'est tout, et c'est la seule condition.
Bon, faut savoir que le bonbon miel, c'est quand même une partie de sucre et du miel. Hein. Oui, c'est oui. pas que du miel. Hein. On peut pas faire un bonbon miel pur miel, c'est impossible. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos des activités de fin d'année, on a fait aussi cette année une séance de cosmétiques avec la cire pure d'abeille. Donc on arrive à faire quand même pas mal de choses avec les produits de la ruche. Alors, cosmétique, c'est-à-dire... Cosmétiques, c'est rouge à lèvres, pommade, baume, savon. Ah oui. Enfin, oui, voilà, savon. Alors tout ce qui est cosmétique, ça se fait avec ce qu'on appelait tout à l'heure, ce que je disais, la cire d'opercule. Donc les parties qui operculent les cellules qui ont contenu le miel. Donc ça, c'est du pur de chez pur. Par contre, avec les cires noires, hein, donc les cires que les abeilles sont nées dedans, qui sont dans le corps de la ruche, là, on peut pas faire de produits hygiéniques. On s'en sert pour faire des bougies ou de l'encaustique, pour cirer les meubles. Ça se fait encore? Oh, un petit peu, oui. C'est vrai. Voilà, un peu. Encore Sur les vieux meubles. Sur les vieux meubles. Ah oui, d'accord. Bon, maintenant, avec un pot, on va loin. Oui, je pense bien, oui, parce que faut avoir, tiens, la table, elle aura besoin d'être cirée avec de la cire d'abeille. On dit, oui, c'est Ah, vrai. surtout, c'est le parfum, surtout que ça Ah, laisse. c'est oui. bon, ça. C'est extraordinaire. Ah bah, lorsqu'on fait des expositions, parce qu'on est souvent sollicité pour faire des expositions ou des manifestations, le fait par exemple, de fabriquer des bougies en public, on attire les gens comme des mouches, hein, rien que par l'odeur. Justement, en parlant d'exposition, vos prochains événements où on peut vous rencontrer. Alors la prochaine exposition qui manque pas de piquant, ça sera Trop de plantes à Merlieu. trop de plantes. On a été sollicité et puis un petit peu, c'est une complémentarité, comme je disais tout à l'heure, chez les pompiers à la caserne de Chauny. Pour la première fois. Pour la première fois, qui vont faire la porte ouverte le 17 juin, je crois, le 17 Et juin. on parlera aussi frelon asiatique. Et voilà, donc on a encore un prédateur qui est arrivé, qui Ah oui. s'appelle le frelon asiatique. Et on est obligé d'avoir affaire aux pompiers qui sont équipés et habilités pour détruire les nids de frelons asiatiques et pour avertir la population aussi. D'accord. Après, ça sera les vers solidaires à Saint-Gobain. Et tout à l'heure, je n'ai pas posé la question. L'abeille, elle va butiner à combien de kilomètres autour Eh bien, de son rucher? C'est variable selon la saison, mais ça peut aller jusque 3 km de rayon autour de la ruche, ce qui équivaut donc à une surface de 27 km². Donc, ce qui veut dire qu'on peut mélanger les pollens d'une vingtaine de fermes environnantes, y compris les jardins des villes. Alors, quand elle démarre de chez moi, par exemple, elle va faire 3 km et elle revient la journée ou pas, non? Ah oui, bien sûr. Ah oui. On estime qu'elle peut faire une vingtaine de voyages dans la journée. Bien évidemment, si la récolte est à 3 km, elle ne va pas faire beaucoup de voyages. On considère que l'idéal, c'est moins de 800 mètres. De toute façon, à ce que ça soit rentable, parce que quand même, elle, il faut qu'elle consomme. Son carburant, elle, c'est ce qu'elle a récolté. Ah oui. Donc si elle mange tout en route, c'est pas intéressant. D'où l'intérêt d'avoir des abeilles près de ses vergers, près de son, comme je disais au début, moi, le premier rucher était à 1,5 km de chez moi à peu près. Les abeilles ne pouvaient pas y aller facilement, surtout quand il fait mauvais. Il faut bien voir que si l'abeille est partie et qu'elle rencontre une averse, des grosses gouttes, vous imaginez une grosse goutte de pluie par rapport à une abeille, ça va pas bien. Oui. Elle fait, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose? Elle fait quoi? Eh ben, une abeille qui ne rentre pas à la ruche immédiatement, elle se refroidit et elle est perdue. Ah, d'accord. Ben ça, c'est pas bien, alors. Ben non, mais c'est pour ça que l'intérêt, c'est qu'il fasse beau et qu'elle n'aille pas trop loin. Et il faut surtout pas oublier, c'est que l'abeille a besoin d'eau aussi. Donc il faut toujours lui mettre à disposition, si on a un rucher qui est pas exposé autour d'une source d'eau, d'un point d'eau, il faut lui mettre à disposition un abreuvoir. Potable. Qu'est-ce qu'elle a besoin encore, l'abeille? Mais elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de pollen, elle a besoin de nectar. Donc il faut qu'elle trouve tout ça autour. De soins, d'amour. De beaucoup d'attention. Énormément d'attention. Et surtout de respect. Il faut Mais respecter notre abeille. Et ça passe aussi par le fait qu'on est tous concernés pour le respect de l'abeille, puisque même le petit jardinier du coin qui utilise son pulvérisateur à outrance, eh ben, il ne rend pas service à l'abeille. Alors, messieurs, nous arrivons au mot de la fin. Je vous laisse le faire, monsieur, si vous voulez. Eh bien, vous pouvez tous devenir apiculteurs. Vous, au moins, vous pouvez, mais pour cela, il faut participer, s'inscrire dans un rucher. C'est très difficile de manipuler le rusticat de l'apiculture et d'en même temps ouvrir sa ruche, donc il vaut mieux travailler à plusieurs. L'idéal, c'est de débuter en couple ou avec enfant. On apprend mieux. Et notre association, comme beaucoup d'associations ou de ruches et écoles, sont là justement pour faire passer ce message de respecter l'abeille et d'apprendre à manipuler l'abeille. Merci, messieurs. Pascal.
J'ai beaucoup appris. Toujours intéressant d'avoir des passionnés. On va aller s'inscrire en couple, tiens. Et pourquoi pas? Tiens, tu vas venir avec moi, on va aller s'inscrire. On aura du miel pour la gorge hiver. Oui, c'est vrai, ça va nous faire du bien. Oui, il faut les respecter, il faut les aider. Ces petits insectes ne sont pas conçus pour combattre les produits chimiques, c'est tout, voilà. Mais si on peut nourrir en laissant une empreinte la plus faible possible, voilà, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Merci messieurs, merci Pascal. Justement, on a appris beaucoup de choses, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais messieurs, moi je vous invite à revenir quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus, messieurs. Bien, merci. Eh ben, on n'y manquera pas. Pascal, on se revoit quand, nous? Au mois de mai. Déjà, mais comme ça passe très très vite, donc toujours le dernier... je serai en pleine plantation, je pense. Oui. Même c'est très en avance. Il y a plusieurs paramètres. Il y a eu un moment, l'épisode chaud, effectivement. Et puis cette année, le lot de terreau que j'ai acheté est particulièrement très bien adapté, donc les plantes montent très vite. Ça, c'est bien aussi. Voilà, Monsieur Tomate, Pascal, c'est ces petites choses. Et c'est vrai, il est bichonne aussi le matin. Dès qu'il se réveille, à 5 heures du matin, ça y est, il est dans son jardin jusqu'au soir, 22 heures. Surtout que maintenant, j'ai équipé la nurserie, l'éclairage, la radio, j'ai tout dedans. Ça, c'est chouette. Et le chauffage. Et chauffage, oui. Voilà, c'est comme les petites abeilles. Il faut les protéger. Les petites tomates, c'est pareil. Il faut s'en occuper. Voilà. Il faut s'occuper de tout. Merci Laure, et puis on se retrouve la prochaine fois. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci les auditeurs de nous avoir appelés et de nous avoir écoutés.